Je suis particulièrement heureux d'avoir une conversation ce matin avec Ousmane Diaye, qui est un ami. Ousmane Diaye qu'on ne présente plus, hein. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps en présentant le grand journaliste qu'il est, rédacteur en chef de TV5 pendant très longtemps, et qui maintenant fait plutôt dans la formation, dans la transmission de savoir et de connaissances, un créneau qui nous manque énormément sur ce continent, parce qu'on a tendance à ne pas comprendre que le savoir, c'est la seule chose que tu ne perds pas en le distribuant. Donc, rien que pour ça, je suis content et fier de recevoir Ousmane. Mais surtout, voilà pourquoi Ousmane est ici, dans les locaux de Touma aujourd'hui. L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril. Je savais difficile d'avoir une conversation dialectique avec Ousmane, parce que moi je suis d'accord avec 100% de ce qu'il dit. Je suis en train de chercher depuis des points de désaccord et j'espère en trouver avant la fin de cette conversation. Il y en aura. Ousmane, bienvenue encore une fois. Merci de m'accueillir. Alors, je suis désolé de poser une question un peu bateau comme ça, parce que c'est souvent ce que font les mauvais journalistes, et je suis forcément un mauvais journaliste parce que je ne suis pas journaliste. Alors, pourquoi ça pourquoi ce thème-là, je veux dire cette thématique, plutôt qu'une thématique sur directement les questions politiques que tu as suivies tout au long de ta carrière. Tu as été un peu partout, tu as rencontré les politiques. Pourquoi pas une sorte de panorama des politiques des politiciens que tu as suivis. Pourquoi directement un thème substantiel, substantif comme ça? Merci, Moujib, de m'accueillir à Itoumou. Bravo pour ce que vous faites. C'est très intéressant et je pense que tu as raison, parce qu'une partie de la réponse se trouve dans la réflexion. On a en Afrique trop tendance à oublier la question de la projection, de la réflexion, qui fait partie de la solution. Alors, pourquoi ce choix et pas une sorte de répertoire, ou en tout cas de ce que j'ai vu? Parce qu'il me semble que dans ce que j'ai vu, c'est cela qui m'a marqué. Je pense qu'aussi c'est cela qui est le plus dangereux pour l'avenir immédiat. On peut avoir des politiques qui échouent, on peut avoir de mauvaises politiques, tout ça c'est discutable. Mais là où il y a péril, c'est à partir du moment où un certain nombre de groupes, par la violence, les armes, imposent leur point de vue et qu'il n'y ait aucune possibilité d'alternative et aucune autre possibilité de faire autre chose. Parce que je pense que pour l'avenir immédiat, c'est porteur de danger. Et quel danger? Parce qu'à partir du moment où je pense qu'on ne peut plus s'exprimer, qu'il n'y a plus de moyens de régulation du pouvoir, d'accès aux ressources, ce qui surgit, c'est la violence. J'essaie de dire que, contrairement à on a tendance à le penser, la violence politique en Afrique souvent ne surgit pas parce qu'il y a la démocratie, il surgit parce qu'il n'y a pas d'espace démocratique. Quand vous ne pouvez pas vous exprimer autrement, quand vous manifestez, vous êtes réprimé, quand vous écrivez un livre et que vous n'êtes pas d'accord, vous allez en tôle, quand vous ne pouvez pas vous estimez que vous êtes lésé dans l'exploitation de telles ressources et vous vous organisez, on vous met en tôle. Ça crée une possibilité, un schéma où le seul recours, la seule possibilité est la violence. Et que dans la violence politique, quel que soit le projet politique, quel que soit le projet de société, quelles que soient les ressources, on ne se développe pas, on n'atteint pas. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un impératif. Et cet impératif démocratique, il est minimal, il est important, et qu'aujourd'hui, même le minimal est remis en cause. Et j'en finis là pour ne pas être long. J'écris aussi sous la forme du livre d'intervention, parce qu'il me semble que sur la question démocratique en Afrique, notamment la jeunesse avait besoin d'un contre-récit. Parce que le récit qui est en cours, qui se développe, qui devient de plus en plus populaire, est un récit de déni, est un récit basé sur le populisme, c'est un récit basé sur une réécriture de l'histoire, ou voire sur une méconnaissance de l'histoire, et que c'est très dangereux qu'une bonne partie de notre jeunesse d'abord, puis de notre opinion publique, ne soit en face
que de ce discours-là au point d'y adhérer massivement. Alors tu sais que tu seras dans les semaines qui viennent peut-être déjà la cible de nos panafricanistes. Ah bon, je suis déjà la cible qui Que nous aimons beaucoup, nos panafricanistes. Moi, je suis panafricaniste. Je ne suis pas de leur panafricaniste. Alors, moi, je fais une nuance. Tout le monde faisant une nuance. Ceux qui iront sur le site verront très bien que dans la présentation, nous parlons d'un institut transafricain. Nous avons évité à dessein le mot panafricanisme pour ce qu'il est en train de devenir. Parce qu'il est en train de devenir politisé à outrance et parfois même extrémiste. Ma lecture, avant que je revienne à toi, c'est que nos panafricanistes, et c'est noble d'être panafricaniste, pourquoi on ne le serait pas, devraient comprendre quelque chose. Nous avons en face de nous la même cible. Et nous sommes sur une ligne horizontale. Alors, moi, je peux être au milieu, toi, tu peux être à ce bout, et quelqu'un d'autre peut être à ce bout. Nous sommes tous en face d'une même cible. Ça veut dire qu'on peut avoir des nuances et des courants. Ça ne veut pas dire forcément que nous devons absolument tous être à un extrême et viser la cible. Nous pouvons viser la cible de partout. C'est ça, c'est le problème que j'ai avec la politisation à outrance du panafricanisme. C'est pour ça que quand je lis le chapitre 2, où tu parles du déni, je comprends ça. Je comprends ça. Mais il y a aussi autre chose. Ça, c'est les positionnements politiques ou politiciens, ou autres d'ailleurs, des panafricanistes politiques. Mais il y a aussi la grande masse de nos populations, éveillées ou non, qui les suivent, parce que le quotidien est difficile. Donc, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, moi j'essaie de comprendre cela, et de batailler contre ceux qui utilisent ou exploitent ça ou s'exposent pour un panafricanisme qui nous pourrait à terme nous faire plus de mal que de bien. Alors, on a un point de désaccord là qui surgit. Moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas céder le mot parce qu'il est suroccupé. Il faut le reconquérir. Parce qu'il est essentiel. Il faut s'inscrire dans l'histoire. Je trouve qu'un institut comme Itumo doit être un instrument de reconquête du panafricanisme par le savoir et la recherche. C'est ce que j'essaie de faire. En fait, ma thèse aujourd'hui sur le panafricanisme, je pense que ceux-là l'ont ramassé parce qu'il n'y a pas eu le travail nécessaire de recherche et d'enrichissement depuis les pères fondateurs. Les grands textes, la grande réflexion sur le panafricanisme était pendant la période coloniale et dans les années 80-70. Le dernier grand penseur panafricain, c'est Cheikh Anta Diop. Depuis qu'il est mort, on n'en a pas eu. Et ça fait longtemps, il est mort en 86. Qu'est-ce qu'on a? Le panafricanisme a été ce que j'appelle désossé, désincarné, parce que réduit en slogan, réduit à quelques clichés. Les États-Unis d'Afrique, etc., etc. Or, le panafricanisme est bien plus profond. Et là, ce que je retiens de ce que tu dis, et c'est très intéressant, oui, il y a le besoin de l'ennemi commun, la cible commune, mobilisatrice, parce que la souffrance des populations est énorme, la domination et l'injustice du monde est énorme. Mais il me semble que utiliser le panafricanisme comme quelque chose contre rend le panafricanisme stérile. Je pense que le panafricanisme est devenu problématique et que les néo-panafricanistes dominent l'espace du discours et que les populations y adhèrent, parce que le panafricanisme a cessé aussi d'être avec ses racines historiques. Aujourd'hui, vous prenez l'histoire du panafricanisme, le panafricanisme est né d'une volonté de se libérer de la domination esclavagiste, de l'exploitation. Donc, c'est les premiers Noirs libres, comme les Nègres-Marrons, la diaspora, qui se sont révoltés un peu partout dans les Caraïbes. Et c'est là où germe l'idée panafricaine, avant d'être repris par la génération après des années 50. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs générations. Mais le continuum, ce qui fonde le fondement, c'est l'humanisme et l'aspiration à la liberté, donc à la démocratie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le discours panafricain est incarné par les tenants de la dictature, de l'antidémocratie et de l'absence des libertés.
Et donc, je ne vois pas pourquoi on leur laisserait l'espace. Quand on sait que, voilà, on sait tout ce que le panafricanisme, l'aspiration à la liberté. La vraie question, c'est comment on fait pour réinvestir le panafricanisme et faire comprendre aux jeunes que le panafricanisme est une aspiration à la liberté, donc fatalement démocratique. Il me semble que tu poses une question très intéressante, c'est la question de la politisation de la majorité de la grande masse. Moi, je parle notamment dans mon livre de la notion de fiction démocratique, parce qu'il me semble qu'on ne construit pas de démocratie sans un certain nombre de préalables. On a essayé de faire quelque chose, beaucoup en Afrique francophone, qui a ramené des fictions. On a essayé de construire des démocraties par le haut et par les institutions. Or, moi, je pense qu'on construit des démocraties par le bas et par la citoyenneté. Ça, c'est un problème important dans la question démocratique. Jusqu'ici, on essaie de se doter des institutions démocratiques. On se bat pour avoir des CENI indépendantes, on se bat pour avoir tel type de constitution, après les conférences nationales, etc. Oui, des cours. Or, il me semble que ce n'est pas les institutions, puis la démocratie. Il me semble que c'est d'abord la construction de la citoyenneté, puis la démocratie. C'est-à-dire la démocratie, c'est pas que des textes, c'est pas qu'un ensemble d'outils institutionnels, c'est une appropriation de l'espace public, c'est une appropriation de l'État, c'est une réappropriation de ce que nous sommes. Moi, ce qui me frappe, hier j'étais dans un club de lecture de jeunes étudiants. Ils me demandaient tous, quel est le modèle de démocratie là, quand on fait ça marche en Afrique? Et je leur réponds toujours, la démocratie, c'est pas un kit prêt à penser, c'est pas un modèle, il ne sert pas à ça en fait. La démocratie, c'est un moyen de créer un égal accès aux ressources, de faire en sorte que les projets de société, les projets politiques compétissent et le meilleur soit retenu. En fait, on a tendance aujourd'hui à attendre de la démocratie qu'il soit un kit qui apporte tout, développement, etc., et que ça soit un modèle. Or, nous ne sommes pas sur un modèle. Les pays qui se sont développés, c'est pas seulement ils sont développés parce qu'il y a la démocratie. Non, la démocratie a créé les conditions de la compétition, les conditions de la citoyenneté qui fait que la qualité des projets politiques du pays se sont améliorés. Je dis toujours que on dénonce la corruption en Afrique, des élus, etc. Mais il me semble que tant qu'on construit des espaces démocratiques où il n'y a pas de contrôle citoyen, on ne peut pas vaincre la question de la corruption. Parce que moi, quand on me dit lutte contre la corruption, etc., je dis, mais il y a ce préalable-là du contrôle citoyen. Pourquoi dans les pays nordiques ou dans les pays européens, une bonne partie des élus font attention? Parce qu'il y a un contrôle citoyen. N'importe quel citoyen peut aller voir le député de sa circo, aller voir combien il y a dans son compte bancaire d'élu, quelle note de frais pour ses déjeuners il prend et pourquoi, etc. et vérifier. C'est un peu exagéré, non? Non, c'est pas exagéré. Je pense que. Un petit peu. Non, franchement, c'est pas exagéré. Je pense que c'est très simple, Moujib. Quand tu investis, quand tu envoies quelqu'un avec ton argent là, tu dis envoie-moi aller acheter ça, ça, ça. Mais c'est normal, si tu veux vérifier, s'il l'a bien fait, tu vérifies. C'est-à-dire, en Afrique, il faut qu'on en revienne à cette notion-là du rapport au pouvoir qui n'est pas l'institution sur le citoyen plus l'institution. Parce qu'en fait, en réalité, nos hommes politiques sont à notre service. Et il faut rompre cette façon de percevoir le pouvoir qu'on a hérité de l'État colonial, où le chef, c'est celui qui... Enfin, les administrés sont à son service. Et je pense que nous ne pouvons pas construire une démocratie, ou en tout cas des institutions solides, tant que nous ne réinversons pas cette perspective. Alors, Ousmane, j'ai l'impression, parce que, comme je te dis, je cherche des contradictions. J'ai l'impression que, tu l'as dit, hein, je répète ce que tu as dit, je te cite, tu souhaites la construction de la citoyenneté avant la démocratie. Non, pas avant. Ah, parce que c'est exactement, parce que tu parles du péril kaki. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est leur discours. Il faut qu'on balise certaines choses, c'est pour ça que nous sommes là, et après nous parlerons de démocratie. Mais je vais te laisser répondre. Non, en fait, c'est pas l'un après l'autre, c'est en même temps, évidemment. D'accord, non, je peux faire ça. Il me paraît que c'est important, c'est-à-dire, quand vous faites des textes démocratiques, enfin,
moi, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas de valeur si les citoyens ne s'en réapproprient pas, n'ont pas les outils de le comprendre et d'y adhérer, en fait. C'est-à-dire, ça ne marche pas parce qu'il n'y a qu'une minorité instruite qui participe. Aujourd'hui, les problèmes politiques les plus importants, quand vous faites une constitution, par exemple, et que 80% de la population ne connaissent pas le texte, et que vous leur renvoyez juste à la formule de la Grèce latine, nul n'est censé ignorer la loi, ou dura lex et lex. Oui, la loi est dure, mais voilà. Non, je pense que non. Je pense que dans nos États, il y a un travail qui relève de la responsabilité, qui relève de notre nation, et qui est l'autre pied de la démocratie. Pour moi, en fait, c'est ça. La démocratie doit avoir deux pieds. L'axe institutionnel, qui est le premier pied, et l'axe de la citoyenneté. Là où on ne travaille pas et qu'on ne fait pas, c'est que l'axe de la citoyenneté est très faible. Parce que nous avons très peu... Regardez la question de la justice. Souvent, on ne comprend pas. La justice condamne des citoyens sans qu'ils ne comprennent pourquoi on les a condamnés. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ils ont pu violer la loi en faisant telle chose. On le retrouve par exemple sur la question foncière, où il y a un conflit entre le foncier de l'État et ses règles et le foncier traditionnel. Lui va dire ce terrain m'appartenait, etc. Mon père l'a hérité, mais seulement il y a eu la loi sur le domaine foncier, mais la loi sur le domaine foncier est faite de façon très déconnectée à la citoyenneté, ne part pas du réel et des pratiques. Évidemment, à un moment donné, le citoyen ne va pas s'y retrouver. Il peut devenir hors la loi aux yeux de la loi béninoise ou sénégalaise, aux yeux de l'espace qu'il occupe, son territoire, sa communauté, avoir raison. Et ça, je pense que l'effort de construction citoyenne de la démocratie n'a pas été fait. Il faut faire les deux en même temps. Et alors moi, ma conviction, c'est que pourquoi on fait toujours l'autre? Parce qu'il est plus facile à faire. Faire des textes, c'est facile. Et pourquoi on fait toujours celui-là? Parce que ça permet aussi... le cadre normatif. Oui, non, et puis non, surtout, non, mais le fait qu'on le fasse et que c'est institutionnel et qu'il n'y a qu'une minorité qui en a accès, ça permet de garder le pouvoir. C'est-à-dire, c'est un outil aujourd'hui de la démocratie. C'est un outil élitiste, absolument. Oui, et puis non, c'est devenu un outil de contrôle et de gestion du pouvoir. C'est devenu un outil de fermeture et d'exclusion. Souvent, je soupçonne même nos dirigeants d'être dans une politique de l'ignorance de ça, parce que c'est la garantie pour eux de conserver le pouvoir. Parce que le jour où tout le monde aura les mêmes accès, la même connaissance de leurs droits et des devoirs, certainement que ça va être dangereux pour eux. On y arrive. J'espère bien. Je suis content qu'on en avait discuté déjà et je t'avais entendu en parler mercredi à l'Institut français, lorsque tu présentais ton livre. Je suis content que tu parles de revenir aux valeurs démocratiques. Parce que, comme on disait tout à l'heure, malheureusement, l'école en Afrique nous met sur une plateforme qui revient à comprendre que finalement, tout ce qui est structuré, organisé, moderne, a commencé avec notre rencontre avec l'Occident. Alors que, ici, nous sommes au Bénin. Au Bénin, on sait que le royaume d'Abomey, par exemple, tout le monde connaît le royaume d'Abomey, le royaume de Niki, le royaume de Porto Novo où nous sommes ici, était extrêmement organisé et structuré. Moi, j'habite un quartier, Wenda, qui est la terre des Migans. Migans, c'est un roi, d'une certaine façon, mais ministre des armées ou ministre de la justice, ça dépend du roi. Et il avait des fonctions extrêmement précises. Et Abomey, n'en parlons pas, tout le monde le sait très bien. Niki aussi. Royaume de Djougou. Et donc, cette structuration de la vie politique, c'est quelque chose qui a toujours existé, jusqu'au moment où, et je vais te citer un peu, paraphraser par rapport à ce que tu disais mercredi dernier, que finalement, la démocratie ou la démocratisation en Afrique a été interrompue par le colonialisme. Et ça, nous le dirions à 90% de nos compatriotes sur le continent, leur première réaction, c'est ou bien la surprise, ou bien la négation de ça. Donc il y a un travail à faire pour faire comprendre que... J'aime beaucoup la surprise. Hélas, c'est intéressant. Hélas. Y compris par exemple, je donne des exemples de républiques qui ont existé, qui sont totalement endogènes à l'Afrique. Et par exemple, dans mon propre cas, dans mon propre pays, quand même Dakar, la capitale, qui a été une république.
avec 7 chambres parlementaires, avec un parlementarisme. Et chaque fois, je dis ça, bon, moi, je connaissais la République française, mais la Révolution française, mais non. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le débat, sur la question démocratique, sur la question de nos institutions, sur la question de notre État, nous avons totalement oublié l'historicité. Parce que ça n'a pas été versé dans la réflexion, parce que, et ça c'est très important, il ne faut pas oublier que la colonisation est une entreprise d'invisibilisation. La colonisation, quand elle est arrivée, a effacé, au nom de l'assimilation, nos formes d'organisation, notre savoir endogène, etc. Parce que, il faut quand même, on dit toujours, hein, et ça c'est très répété, et malheureusement, il faut le nuancer, on dit toujours que oui, l'Europe, il a fallu à l'Europe 8 siècles, des siècles pour se démocratiser, etc. Mais quand vous prenez le temps historique, quand il y avait le temps des royaumes et des tyrans, c'était la même chose, partout. Mais qu'est-ce qui a produit l'État moderne en Europe, la démocratisation? C'est les expérimentations, les aspirations à la liberté, les mouvements sociaux qui le traversent. Et quand vous prenez l'histoire de l'Afrique précoloniale, on voit clairement que ces dynamiques existent, que ces dynamiques démocratiques, ces tentatives existent. Et à chaque fois, j'essaye de comprendre pourquoi tout d'un coup personne n'en parle plus, ils ont disparu. C'est que la colonisation est arrivée et la colonisation l'a enrayé, parce que l'État colonial ne peut pas cohabiter avec des velléités égalitaires de démocratie. Bon, l'expérience de la République libre au Sénégal, c'est la colonisation qui y met un terme. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, la compréhension globale du débat, et c'est dommage qu'on fasse ce travail de déconstruction des savoirs, ce qu'il y a dans le savoir, on dit beaucoup que la démocratie dans sa forme actuelle, etc., a été amenée par la colonisation, c'est des trucs de blanc, c'est une affaire de blanc, votre affaire de démocratie. Et là, on se rend compte qu'on est toujours dans le continuum, dans cette continuité de l'invisibilisation par la colonisation. C'est en cela où moi j'inverse la thèse. Ma thèse, c'est justement, et pour la discuter tout ça, moi j'aimerais bien travailler avec les historiens, mais en tout cas, on ne peut pas contester un certain nombre de choses. Que la colonisation est antidémocratique. Je suis d'accord là-dessus. Parce qu'il y avait des indigènes, et même pas de citoyens. Même plus que ça. Plus que ça. Et là, j'essaye d'être sur un minimum. Donc, on ne peut pas me dire que quelque chose qui est antidémocratique a produit la démocratie en Afrique. Donc, une bonne partie de nos panafricanistes et de nos intellectuels se trompent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils donnent à la colonisation des qualités que la colonisation n'a jamais eues. Ce n'est pas parce qu'il y a l'école et l'élection, parce que souvent l'argument qui est donné c'est l'école et l'élection, c'est pas parce qu'il y a école et élection, tribunal, qu'il y a démocratie. Parce que le tribunal sous l'époque coloniale, il n'était pas là pour rendre une justice égalitaire, il était là pour garantir l'apartheid, c'est-à-dire pour garantir que le statut d'indigène qui n'a pas droit à ça, du Béninois, soit maintenu par rapport aux Français qui a tous les droits. Et donc, même s'il y a des Anglais, aux Anglais, etc. Donc, en fait, et ça c'est très intéressant à comment, c'est-à-dire les institutions de la colonisation, de justice, etc., sont totalement antidémocratiques. Et donc, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la question institutionnelle. Ce n'est pas parce qu'il y a une continuité des institutions qu'il y a démocratie. Parce que les institutions peuvent être même antidémocratiques. Et aujourd'hui d'ailleurs, en Afrique, pour comprendre l'usage de l'État légal contre la démocratie, ça trouve ses racines sur la colonisation. Qu'est-ce que c'était la colonisation à part ça? C'était ça. Le gouverneur, pour s'en prendre à un citoyen indigène, il le faisait condamner par le tribunal. Parce que les textes étaient excluants et antidémocratiques. C'est ça là. Et jusqu'à présent, on est dans ce continuum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lier la question des coups d'État institutionnels, le lier juste au fait que, oui, nos hommes politiques sont comme ça. Moi, je suis un peu... Oui, c'est vrai. Mais il faut aller plus loin que ce débat essentialisant de la caractéristique de nos hommes politiques. Non, il y a une culture politique, il y a un continuum politique qui est issu de l'État colonial, qui fait que nos institutions, l'État légal, a une propension à être antidémocratique, ou en tout cas à être des outils pour le pouvoir. C'est-à-dire le tribunal, la justice, tous ces outils-là, jusqu'en 1960, étaient là
pour servir la colonisation. Et à l'indépendance, nous avons refait la même chose. Donc, qu'est-ce qui fait la grande différence avec les autres formes d'État démocratique? Les institutions étaient là pour garantir la citoyenneté. Nous, en Afrique, avec la colonisation, c'était le contraire. Ils étaient là pour garantir le pouvoir colonial. Donc, être les garants de la domination et des outils légaux contre la démocratie. Alors, justement, mercredi, j'avais posé ma question. Je crois que tu n'avais pas entendu la fin de la question. Maintenant que tu parles des institutions, ma question c'était, est-ce qu'à la place de l'Afrique contre la démocratie, on aurait pu mettre l'Afrique contre l'État de droit? Pas l'État. Je crois que tu avais entendu l'Afrique contre l'État. Tu avais répondu sur cette question-là. Oui, contre l'État de droit. Parce que c'est justement ça. Les institutions, finalement, ce dont on a besoin, c'est des institutions solides. Comme ça a tenu le cours, même si tu es un peu critique, hein, parce que tu es critique, les institutions ont tenu le cours au Sénégal l'année dernière. Je ne veux pas qu'on aille dans les détails, mais grosso modo, les institutions ont tenu le cours. De toute façon, ça nous a permis d'avoir des élections à date. Et voilà. Donc, je termine. Donc, nous avons besoin des institutions, et c'est ça l'état de droit. Alors, tu sais que la démocratie, pas le concept, hein, pas les idéaux démocratiques, mais la sémantique, le mot est en train, malheureusement, dans certaines sphères de notre continent, de devenir un gros mot. Alors moi, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une coquetterie en disant l'Afrique contre l'état de droit, hein, pour ne pas essuyer forcément les plaques, c'est que ça ne te fait pas grand-chose. Les plaques, ça nous fait la foudre, les foudres de ceux pour qui la démocratie, c'est ça le problème. Alors, si je l'avais fait, je serais tombé toujours dans une partie du piège. L'exemple du Sénégal est un très bon exemple sur ce sens-là. Je peux compter sur d'autres choses. Je n'aurais pas voulu que tu reviennes dessus. Oui, mais en fait, on est d'accord sur l'état du Sénégal. L'état, en fait, ça tient parce qu'on préserve l'état de droit. Mais pourquoi on préserve l'état de droit? Pourquoi? Il y a un élément fondamental qui fait que, à la fois en 2012, le coup de force du troisième mandat ne passe pas chez Wade, ne passe pas chez Macky Sall. C'est pas parce que les fonctionnaires sont vertueux et tout d'un coup ont décidé que voilà, se sont réveillés. Non, c'est parce qu'il y a la citoyenneté. Que les citoyens se sont organisés. Il y avait une masse critique qui s'est organisée avec toutes les couches et que qu'est-ce qu'ils font? L'État comprend que ça passe pas. Il faut garantir le minimum et respecter les textes. Donc, s'il n'y avait pas ça, ce serait passé comme en Côte d'Ivoire, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que cette question-là, il nous manque. Le Sénégal, par exemple, dans son processus de démocratisation, est plus avancé que les autres pays, parce que les tentatives ne marchent pas qu'il y a dans les autres pays. Ils ne marchent pas parce qu'il y a une société civile organisée, il y a une citoyenneté. Moi, j'ai vu le jour du vote des dames d'un certain âge, etc., qui se disent, OK, nous, on sait nos droits, on va défendre dans la rue, on sait ce que dit l'état de droit, il va être respecté. Donc, en fait, l'état de droit est respecté parce que la citoyenneté les y contraint. C'est-à-dire, le risque était trop important et le risque d'échec était trop important. C'est pourquoi je pense que cette question-là n'a rien à voir avec l'État. Pour moi, il faut l'état de droit, je suis d'accord avec toi, mais il faut la citoyenneté. Parce que l'état de droit seul ne suffit pas. Si c'était seulement que l'état de droit, il suffit qu'on tombe, comme dans notre pays, sur des fonctionnaires qui n'ont pas le cran de faire appliquer la décision de justice, ou en tout cas d'invalider au niveau de la Cour suprême, X, etc., et qu'on serait tombé dans les mêmes travers que les autres pays. Et là, chez nous, les institutions se dédisent parce qu'il y a eu un mouvement politique, parce que le peuple s'est réveillé, parce qu'il y a une masse critique, parce que même dans... Non, mais la Cour constitutionnelle au Sénégal ne s'est pas dédite. Non, elle s'est dédite. Non, je ne vais pas entrer dans le débat technique parce que... Parce qu'avant, elle a validé ce genre de choses. Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, la Cour qui validait ce genre de choses ne le valide plus? Parce qu'il y a une culture politique qui s'est mise. Oui. Je ne fais pas parce que le magistrat est héroïque tout d'un coup. C'est parce que les rapports de force instaurés par les Sénégalais eux-mêmes, qui disent que nous, vous garants de l'expression commune,
des valeurs communes. Quel état de droit? Il faut que vous l'appliquiez. Sinon, l'état de droit aurait pu être détourné, parce qu'il y a eu tentative de l'état de droit, et d'ailleurs, quand vous prenez le discours de Macky Sall, il s'est attaqué à l'institution. Le discours de février. Oui, pourquoi il s'attaque à l'institution? Parce que, contrairement aux autres décisions, l'institution prend le contre-pied et décide contre l'exécutif. Et on n'a pas toujours l'habitude de ça en Afrique. Et c'est pourquoi on a eu ça au Bénin quelquefois. Oui, mais pour moi, le Bénin et le Sénégal, c'est ça l'avantage. C'est-à-dire, pourquoi ça marche un peu plus qu'ailleurs au Bénin? C'est-à-dire, le processus, la citoyenneté est plus, le processus de construction de la citoyenneté est plus abouti. Et je le dis toujours, parce qu'il faut qu'on essaye de ne pas être sur ces questions-là de démocratie que dans le débat théorique et qu'on parte beaucoup d'expérience. Et quand je vois les pays d'Afrique où la question démocratique, on a avancé, c'est les pays qui ont vraiment investi dans l'éducation, dans la formation, dans la citoyenneté. Là, je ne peux pas trouver de contradiction à ça. Bah, c'est pour ça oui, que, c'est ça. C'est-à-dire, ça n'est quand vous prenez le niveau d'éducation, d'organisation des sociétés civiles, des communautés, il est très élevé au Cap-Vert. Il est très élevé à île Maurice, il est très élevé au Botswana. Et donc, en fait, malheureusement, je ne peux pas dire autre chose que cela. Bon, après, c'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus lent, mais c'est un impératif. Et je pense que l'un des éléments essentiels de l'échec démocratique, il est à chercher là-dessus. Ousmane Diaye, ici, tu es dans le pays qui a, d'une certaine façon, consacré la conférence nationale. Qu'est-ce que tu as contre les conférences nationales? Parce que le Bénin... Parce que je suis surpris que dans ton parcours, ta vision des choses, pour moi, les conférences nationales devaient être pour toi du pain béni, quelque chose qui est un tremplin pour toutes les thèses et toutes les thématiques que tu développes. Et là, je suis surpris de t'entendre et de te lire être plutôt circonspect sur les conférences. C'est ce que nous avions pensé, parce que le rêve, il était celui-là. Le rêve pour les plus jeunes des conférences nationales démocratiques, il devait être le parachèvement des luttes politiques des années 80, 70, qui voulaient des sociétés démocratisées ouvertes. C'est ça le rêve. De ce point de vue-là, nous sommes tous en accord. Mais quand on fait le bilan, parce que dans mon livre, il me disait aussi, au-delà du mythe que ça a apporté la démocratie, moi ça me gênait. Ça me gênait qu'on dise que les conférences nationales, que le récit officiel, il y a deux choses qui me gênaient avec les conférences nationales. Deux choses qui sont fausses. La première, bon, on est à peu près d'accord tous, c'est de dire que les conférences nationales sont venues de l'extérieur avec le discours de la bolle. C'est pas vrai, parce que je pense que les Béninois ont leur conférence nationale parce que pendant 10-15 ans, il y a eu des luttes des syndicats, des sociétés civiles, de toute la société. Des situations socio-économiques complètement désastreuses. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, on a réécrit l'histoire parce que la France, Mitterrand, voyant que ces processus-là des luttes des peuples et des sociétés devenaient irréversibles, ont fait un discours pour les épouser. Donc, c'est pas issu des processus de la bolle, mais bien issu des luttes des peuples africains. Donc, premier truc qui me gêne. Première chose qui me gêne, pardon. La deuxième chose qui me gêne, c'est qu'il y a un récit, les conférences nationales, qui apportent la démocratie. Okay? Mais quand on voit sur 20 ans, 30 ans, ce qu'a donné les conférences nationales, à quelques exceptions près, ils n'ont pas inscrit les pays dans la démocratie, au contraire. Le Bénin est une exception en réalité. Le Bénin est l'exception qui confirme la règle. Mais quand vous prenez la République démocratique du Congo, ils ont une conférence nationale. Et la conférence nationale a donné une relégitimation de la dictature en l'institutionnalisant. En fait, là où c'est très intéressant, c'est que les conférences nationales, les pouvoirs ont su capter cette demande de démocratie et de liberté, faire semblant avec les textes et l'arsenal institutionnel de l'ouvrir, mais de l'utiliser pour relégitimer leur pouvoir. C'est-à-dire, ils ont non seulement pu faire des élections, avec des commissions nationales électorales indépendantes, un des symboles des conférences nationales, avec une justice, etc., tous avec des corps où ils ont coopté, comme l'ont demandé les conférences nationales, ils ont coopté des corps de la société un peu partout, mais ils ont coopté des corps soumis à l'autorité de l'exécutif. Donc en fait, pour moi, il faut qu'on revoie
l'historicité des conférences nationales et surtout qu'on fasse un bilan rigoureux parce que pour moi, et c'est terrible de le dire, on constate que c'est des échecs. Les deux pays, les pays qui connaissent, et ça c'est très intéressant et je le dis toujours, les pays qui connaissent les processus de démocratisation les plus avancés, en dehors du Bénin, aucun de ces pays n'a connu de conférence nationale. C'est-à-dire les pays qui n'ont pas connu de conférence nationale s'en sortent le mieux. Le Sénégal n'a pas connu de conférence nationale, est parti sur un autre modèle, s'en sort mieux, Cap-Vert, etc. Et donc, les pays du Maghreb. Donc, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire les pays anglophones. Donc je pense qu'il faut qu'on nous fassions le bilan des conférences nationales et comprendre, et quand je fais le bilan dans mon livre, on comprend qu'est-ce qui est issu des conférences nationales. Mobutu reste, et les pratiques politiques restent jusqu'à présent. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la RDC a réglé la question démocratique. C'est l'esprit qui a été détourné d'une certaine façon. Quand le Togo, enfin la conférence nationale a permis de passer, en fait pour moi les conférences nationales ont permis de consacrer ce que j'appelle la fiction démocratique, avec un revers important, puisque le système démocratique mis en place après les conférences nationales, les populations, on leur a dit c'est ça la démocratie, même si ça ne l'était pas. En fait, ils en ont tiré 20 ans plus tard un ressentiment terrible pour la démocratie, en disant que votre démocratie-là que vous nous apportez avec les conférences nationales, ça nous a appauvris, ça nous a créé des systèmes judiciaires moins justes, plus corrompus, etc. Et en fait, pour moi, un des facteurs du désenchantement démocratique de la population, c'est que nous n'avons pas fait l'inventaire sérieux et rigoureux des conférences nationales comme il se doit. Quand vous prenez le discours au Mali, c'est de dire la révolution démocratique a échoué. Or, quand vous le regardez, ce qui s'est passé après la conférence nationale, c'est pas tout à fait une démocratie. Bon, d'ailleurs, ATT a essayé de le nuancer en parlant de la démocratie de la palabre, où tout se négocie. Et donc, en fait, il n'y avait pas de compétition, il y avait négociation entre qui? Entre les élites. Donc, on a eu une démocratie qui exclut le peuple. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on rejette la démocratie. Et qu'au Mali, vous demandez à n'importe qui, en tout cas, quand vous faites un petit sondage, vous dites est-ce que vous êtes pour la démocratie? Vous dites non. Par contre, quand vous lui dites est-ce que vous êtes pour choisir vos dirigeants? Ah ben bien sûr. Quand vous lui dites est-ce que vous êtes pour une justice libre, indépendante? Il va dire oui. Donc en fait, ils confondent le détournement de la démocratie issu des conférences nationales avec la démocratie. Et ça, je le dis toujours aux jeunes, la colère est légitime. Mais la colère se trompe de cible. La colère ne doit pas être tournée vers la démocratie, mais contre les détourneurs de la démocratie. Quand vous avez le paludisme, on vous met le thermomètre, votre température est à 50, 55, vous souffrez. Si vous cassez le thermomètre là qui prend la température, vous ne soignez pas le paludisme.